Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Mais j'ai eu des propositions d'hommes célèbres à l'époque, pédophiles. Il y en a eu plusieurs, bien sûr. Plusieurs, des Oui. très célèbres. Oui. On- Je ne dirais On pas va pas qui. faire de délation. Non, je ne vais pas faire de délation, mais des choses qui sont... voilà, ça ne devrait pas exister. Mais j'avais un papa qui était là et à qui je le disais. C'est-à-dire que je disais, voilà, cette personne-là, ce monsieur m'a demandé ça, m'a proposé ça. Donc mon père allait voir cette personne pour lui dire qu'il fallait pas que ça se reproduise. Et aujourd'hui, ce Non. monsieur n'a jamais été inquiété. Non. Bienvenue dans Domino, Elsa. Merci. Vous qui vous faites si rare dans les émissions, n'est-ce pas? Oui, alors on me le reproche. Oui, d'ailleurs, Bon. pourquoi êtes-vous si discrète? J'ai toujours été comme ça, en fait, depuis que j'ai commencé. Oui. Je crois que c'est mon caractère. Un petit fond de timidité, en fait. Je suis une grande timide qui Et puis- s'est soignée, Oui. qui se soigne toujours. Mais je pense qu'il y a une timidité maladive, oui, derrière ça, et un manque de confiance Oui. depuis mes débuts. J'ai commencé très tôt, enfant, Oui. et j'étais peut-être pas vraiment préparée, en fait, Oui. à ça. Et puis, c'était pas non plus un choix. Je vais vous interroger à ce sujet. Ouais. Bonjour à tous, je suis Aaron Vial, je suis médium et je suis ravi de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 23 avril 2026. Cette tournée s'appellera Révélation et lors de ces soirées, je vous transmettrai des messages de vos proches passés dans l'au-delà. Vous pourrez me poser vos questions et nouer un contact unique avec ceux que vous avez aimés. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous transmettre de beaux messages d'en haut. Je vais venir à votre rencontre, les amis, dans plusieurs villes. Alors, n'hésitez pas, réservez vos places sur le site abctalk.fr, rubrique événements. À très vite. La règle du jeu de l'émission, Elsa, vous voyez, entre vous et moi, il y a ce vase rempli de dominos blancs et noirs. Tout à l'heure, dans un instant, je vais vous demander de piocher un domino. S'il est blanc, nous commencerons par l'interview blanc sur noir, c'est-à-dire une interview lumière qui va explorer, éclairer vos réussites, vos bonheurs, votre philosophie de vie. Et si vous tirez un domino noir, eh bien, ce sera l'interview noir sur blanc qui va explorer votre part d'ombre, vos douleurs, vos failles, les vérités les plus secrètes. À côté de vous, il y a un masque. C'est votre joker. Si toutefois vous avez envie de me répondre le visage couvert, vous n'hésitez pas. Voilà. Alors maintenant, vous allez fermer les yeux, vous allez vous concentrer et vous allez tirer un domino. Blanc. Alors, domino blanc, interview lumière. Alors Elsa, vous êtes chanteuse, auteure, compositeur et actrice. Votre dernier album remonte à 2008 et depuis les années 2000, vous enchaînez les rôles dans des fictions télévisées. Et depuis 5 ans, les téléspectateurs ont le bonheur de vous retrouver chaque jour dans une série quotidienne qui s'intitule « Ici tout commence » et vous incarnez Clotilde Armand. Alors, est-ce qu'il y a un peu d'Elsa qui se cache dans Clotilde ? Oui, il y a sûrement... Enfin, on y met toujours de soi dans un rôle. Oui. Donc, et puis, on n'accepte pas par hasard non plus, je crois. Et c'est toujours le bonheur de jouer pour vous? Oui. Ça vous emplit de joie chaque Ouais. fois? Oui. Oui. Oui, mais parce que en plus, ce rôle-là, il est très riche. Oui. Il y a plein de facettes chez ce personnage. Et ça me permet de m'amuser et puis de sans arrêt trouver des choses nouvelles Oui. à interpréter.
Voilà, il y a une recherche en fait Oui. perpétuelle. Clotilde, elle est chef, hein, c'est ça, Elle est chef, dans oui. une école de cuisine Ouais. qui appartient à votre père, hein, Ouais. c'est ça. Bon, on n'en dira pas plus, hein, rendez-vous sur TF1. Alors, Elsa, à 17 ans, vous aviez déjà tourné dans 7 courts-métrages. Hein. Vous aviez sorti 2 albums de chansons, vendu des 45 tours, parfois à plus d'1 million d'exemplaires. Des refrains comme « T'en vas pas »,« Jour de neige », un roman d'amitié sont encore dans le cœur des Français. Alors, quand vous repensez au passé, à hier, quel est le souvenir le plus lumineux qui fait briller vos yeux? En même temps, il brille beaucoup déjà, vos yeux. Ah ouais. Oui. Le souvenir lumineux, en fait, je crois que c'est le moment où j'ai dit oui à mon père Oui. quand il m'a demandé Oui. si j'avais envie de faire ça, en fait. On m'a proposé d'enregistrer le 45 tours, à l'époque c'était 45 tours, de T'en vas pas, Oui. que c'est devenu T'en vas pas, c'était un morceau de cette chanson-là que j'interprétais dans Oui. le film de Régis Vernier, La femme de ma vie, Oui. au piano, et on m'a proposé d'enregistrer la BO du film. Oui. Et quand les producteurs de ce film ont proposé ça à mes parents et à mon père, il m'a évidemment posé la question de savoir si j'en avais envie. Oui. Et j'ai longuement hésité. J'étais terrorisée, en fait, à l'idée de le faire. Et donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais est-ce que je vais devoir faire de la télévision? Est-ce que je vais devoir être Oui. exposée? Il m'a dit, bah oui. Donc, c'était, je crois que j'ai pleuré. Vous avez pleuré? Ouais. Parce que je crois que sur le moment, en fait, j'étais pas capable. C'est-à-dire que je m'en sentais pas capable. Oui. Mais je voyais chez mon père le bonheur que ça représentait pour lui. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que votre père était un artiste, Oui, il était chanteur, compositeur. Oui. Et puis il a fait des disques, il a depuis toujours, il a fait quelques rôles dans des films, il a toujours voulu faire ça, il a fait des comédies musicales, et ça n'a pas eu le succès qu'il pouvait espérer. Oui. Et je crois que j'avais envie de voir dans ses yeux, en fait, le bonheur, en fait. Le bonheur que lui n'avait pas eu. Peut-être, oui. Oui. Mais vous, quand même, au cinéma, vous faites déjà une apparition à l'âge de 7 ans, aux côtés de Romy Schneider, Lino Ventura, Michel Serrault, dans le film de Claude Miller, Garde à vue. Vous avez un souvenir de Romy Schneider? Oui, très précis. Mais de tout le film, parce qu'en plus, j'étais très, très intimidée. Moi, je ne connaissais pas tous ces gens. C'était les autres qui me disaient « mais c'est incroyable la chance que tu as ». Moi, à 7 ans, je ne savais pas qui était Lino Ventura, Michel Serrault ou Romy Schneider. Ça ne me parlait pas. Donc, et Romy Schneider, comment est-ce qu'elle vous a accueilli comment... Elle était extrêmement triste. Triste? Oui. Je me souviens de cette femme, je crois qu'elle avait perdu son fils très peu de temps avant. Oui. Et je me souviens de cette femme, l'image que j'ai d'elle, c'est... Moi, j'étais en chemise de nuit donc pour le rôle. J'avais une chemise de nuit blanche, avec ce côté très angélique de cette petite fille. Et j'attendais comme ça dans l'encadrement d'une porte, et j'ai vu Romy assise sur une chaise dans un coin, tellement triste. Et cette femme m'a fait de la peine, et j'avais 7 ans, et elle m'a regardée, on s'est regardé, et j'ai vu dans son regard, en fait, une tristesse, quoi. Et c'est l'image que je garde d'elle. Que vous gardez d'elle. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il reste de cette petite fille qui a été comme ça propulsée dans la lumière? Qu'est-ce qui reste en vous? Cette jeune Elsa, est-ce qu'elle est encore en vous? Elle est toujours, de toute façon, on est toujours l'enfant toute sa vie. On garde cet enfant en soi. C'est ce qui m'a construite aussi. Donc, moi, je me suis construite en fonction de ma vie professionnelle par rapport à ça. J'ai commencé tellement tôt que voilà, je me suis confrontée aux autres, au monde des adultes, très jeune. Et donc, je me suis construite... donc, je garde beaucoup de tendresse, mais... Et une certaine aussi, des fois, de tristesse, parce que j'étais pas toujours très, très heureuse de ça. J'en souffrais aussi. Vous le disiez à vos parents à ce moment-là? Non, pas vraiment.
Vous le gardiez pour vous? Ouais, je pense. À 13 ans, là, quand vous étiez en top du... J'ai jamais été très dans l'expression, en fait. En tout cas, dans l'expression verbale. J'ai toujours voulu, je crois, protéger les autres. Et j'avais pas envie de faire de la peine à mes parents. Ah oui. Donc, il y a toujours eu cette appréhension, je pense, de leur faire de la peine. Donc, je gardais pour moi. Et puis je me posais pas trop de questions, en fait. C'est-à-dire que ça a été tellement un raz-de-marée, un tourbillon, que j'ai été prise dans ce tourbillon et que les choses se sont enchaînées. Et alors, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes un peu, vous vous êtes posé? Est-ce qu'il y a eu une remise en question? Et je voudrais vous citer les mots de l'écrivain et poète Rainer Maria Rilke, qui auraient pu peut-être être les vôtres, vous allez me le dire, à un certain moment. Je le cite. J'ai tant à me retrouver, il me semble qu'il est plus facile de naître que de se transformer. C'est très dur de se transformer, oui, c'est très dur de changer, c'est très dur d'évoluer, mais en fait, je crois que ça a été pour moi salvateur de grandir. Oui. Et d'apprendre et de travailler sur moi. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer et de supporter. Mais à un moment, choses. vous vous mettez un peu en retrait quand même. Oui, je me suis mise en retrait justement pour la scène cette médiatique. Transformation. Ah oui, J'avais besoin de me transformer. J'avais besoin, en tous les cas, de me retrouver. C'est pas de se transformer, c'est de me retrouver. Et ce qui vous préoccupait ou ce qui vous motivait, c'était de devenir une femme libre, en fait, et de pouvoir décider de votre vie. Oui. C'est ça qui vous... Oui, ça a motivé. D'abord, je suis devenue maman très tôt, très jeune. Comme j'ai commencé ce métier très jeune, je suis devenue mère très jeune. Oui. Là, vous aviez quel âge quand vous avez... J'avais 20 ans quand je suis tombée enceinte et je crois que c'était un besoin justement de prouver que j'étais une femme. Oui. Parce qu'on me voyait comme une enfant et que j'arrivais pas à décoller en fait cette image d'enfant. Alors que moi, j'avais grandi. J'étais différente de l'image que les gens pouvaient avoir de moi. Et vous pensez qu'aujourd'hui encore, on vous regarde comme la femme enfant? Non, alors, j'ai senti quand même un basculement. Peut-être le fait de prendre du recul, d'être moins exposée pendant un moment, de reprendre mon nom de famille et de l'imposer, en tous les cas, que ça devienne de plus en plus visible. Oui. Et que les gens maintenant me connaissent plus en tant qu'Elsa Linguini que Elsa simplement. Et je pense que ça fait aussi une différence entre... Enfin, pour moi, ça a été déjà important de reprendre une identité complète. Oui. Parce qu'un prénom seulement ne me qualifiait pas et ne me remplissait pas. Et ça a fait... comment votre père a réagi quand vous avez accolé à votre prénom son nom de famille? Il était très fier. Ah. Ouais. C'est pas lui qui avait choisi ce prénom. C'était un patron de maison de disques à l'époque qui appelait les jeunes filles qui me signaient par des prénoms. Mais mon père, à ce moment-là, n'était pas encore à mes côtés. En tout cas, il n'était pas mon compositeur et il n'était pas mon producteur. Et donc, je crois qu'il y avait une fierté, oui. Et si vous deviez dire merci à une personne aujourd'hui, pour la femme que vous êtes devenue, ce serait qui? Je pense à moi-même, en fait. À vous-même? À moi-même, oui. Parce que je pense que ça a été des fois difficile, ouais, bien sûr, c'est bateau de dire je remercie mes parents et tout ça. Évidemment, en fait, qu'on remercie ses parents et heureusement qu'ils étaient là avec moi et qu'ils m'ont soutenue et protégée, tout ça. Mais je pense que le changement, il vient de soi. Et que ce changement, je l'ai opéré de mon côté et en choisissant aussi les gens
avec lesquels j'avais envie d'être et ceux avec lesquels je n'avais pas envie d'être, et de faire des choix, des fois difficiles, hein, des fois compliqués, dans une vie de femme et dans une vie d'artiste, mais qui, moi, me correspondaient. Vous êtes une femme heureuse aujourd'hui? Oui. Oui, globalement, oui. Oui. J'ai l'impression de m'être détachée de certaines choses et d'être plus en phase, oui, avec la personne que je suis. Et parlons du bonheur. C'est l'écrivain Jean Giraudoux qui a dit « Le bonheur est une petite chose qu'on grignote assis par terre ». Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. 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 C'est... Moi, le bonheur, il se place dans des choses simples. J'ai pas besoin de grandes choses, en fait, pour être heureuse. Des choses très... Peut-être qui vont sembler banales pour certaines personnes, moi, me remplissent. Oui. Ça va être une balade, ça va être de regarder, en fait, autour de moi, ça va être de partager un bon vin, un bon repas, ça va être de prendre un livre et d'avoir le temps et la disponibilité d'esprit de me concentrer et d'être avec moi-même. Ça va être d'être dans le silence, d'être tranquille, en fait. D'être tranquille. Ouais. Mais vous avez besoin du bonheur des autres aussi, de temps en temps, pour être pleinement heureuse? Oui, bien sûr. En tout cas, les gens autour de moi qui partagent ma vie et qui sont des gens qui comptent pour moi. Évidemment, on ne peut pas être complètement heureux si on sait que les gens qu'on aime autour de soi ne le sont pas. Donc, en tout cas, je me soucie beaucoup des gens qui m'entourent et qui me sont chers. Oui. Et bien sûr. Vous avez l'âme contemplative. Oui. Est-ce que vous êtes capable de rester de longues minutes devant un paysage, silencieuse, ou devant un monument? Oui. Oui, oui. Alors justement, j'aimerais que vous lisiez ce texte. Oh, j'ai Elsa. pas mes lunettes, hein, alors pardon. Mais alors, lever les yeux, regarder autour de soi, être ému, surpris, émerveillé par la richesse et la beauté des paysages, redécouvrir ce que l'on connaît déjà sous un autre jour, une autre lumière. Le regard n'est jamais le même, il se pose mais ne voit pas toujours, il s'évade mais ne s'égare pas forcément. Il mue en fonction de notre disponibilité et de notre capacité à percevoir le visible comme l'invisible. Une attention portée au monde bien au-delà des apparences. Vous reconnaissez ce texte? Oui, j'ai écrit ça sur Instagram. Voilà. Oui. Accompagné de photos de la Camargue. Oui. Pourquoi la Camargue? Parce que j'y travaille et que j'ai appris à l'adorer. Oui. Et parce que j'ai cette chance, en fait, de travailler dans un endroit magique, exceptionnel et qui me correspond bien. Enfin, moi, je vis en Dordogne. Ma résidence principale est en Dordogne. Oui. Donc, c'est pareil, j'ai choisi un endroit coupé du monde. Oui. Oui. Coupé du monde. Oui. Coupé du monde. Vous vivez en lisière d'un bois? Je suis dans une forêt. J'ai comme voisins les biches, les cerfs. Ça me va très bien. Et de temps en temps, vous courez vers un arbre pour aller le serrer? Non, je ne suis pas dans ce truc-là où je serre les arbres et je leur parle, mais j'ai besoin de cette tranquillité et de ce calme, de ce silence, en fait. J'aime ça. Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans le texte que vous avez écrit. Ouais. C'est cette phrase, je cite, « Le regard mue en fonction de notre disponibilité et de notre capacité à percevoir le visible comme l'invisible ». Qu'est-ce que ça veut dire, Elsa? Ça veut dire, en plus, comme je fais beaucoup de photos, oui. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais les choses de la même manière. Quand on peut regarder un paysage passer devant tous les jours et le voir différemment tous les jours. C'est parce qu'on va y voir des choses qu'on n'avait pas vues, parce que notre disponibilité d'esprit au moment où on regarde quelque chose est totalement différent selon ce que l'on vit et ce à quoi on pense. Vous faites une différence entre voir et regarder? Ah oui, bien sûr. Et alors, justement, est-ce que vous avez le sentiment, quelquefois, que la nature vous parle, vous envoie des signes? Oui.
Et c'est pour ça que j'essaye d'immortaliser certains moments et certains paysages. J'ai besoin de les saisir, en fait. Oui. Parce qu'ils me parlent et qu'ils m'appellent. Oui. C'est-à-dire que je pense que la photo, c'est ça aussi. Oui. Et qu'est-ce que vous percevez dans ces messages? Quand vous dites les paysages peuvent m'appeler, qu'est-ce que... En fait, j'y vois des choses. C'est-à-dire que j'aime l'abstrait, moi. Je regarde ce qui est abstrait et j'y vois des choses. Je vais y voir un corps, je vais y voir une forme, je vais y voir un paysage. Je vois des choses dans ce que d'autres personnes... Enfin, quelqu'un à côté de moi ne va pas voir ce que moi je vois. Et c'est ça qui est magique. Et est-ce que parfois vous vous dites que vous voyez peut-être des messages d'un être disparu que vous avez aimé, une forme dans un nuage, tout à coup un rayon de soleil qui vient se poser sur une fleur? Non, j'entends ça. Oui. J'ai des gens autour de moi qui me parlent de signes, justement, de personnes qui leur sont chères, décédées, avec des signes comme ça qui sont... Alors, je l'entends. Moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Et j'ai pas encore perdu quelqu'un qui m'est vraiment très, très cher. Donc, je pourrais vous le dire à ce moment-là. Peut-être que les choses seront différentes. Mais je n'ai pas encore vécu cette expérience. Oui, vous faites partie de ces gens qui ont toujours leurs parents. Oui, et... j'ai cette chance. Oui. Ouais. Alors, profitez-en beaucoup. Oui. Et pour clore cette première séquence, qu'auriez-vous envie de dire à l'Elsa de demain? De se faire confiance, je crois, de continuer à me faire confiance. Je pense que j'ai une bonne intuition. J'ai commencé ma vie avec un manque de confiance en moi énorme. Et ça empêche de faire beaucoup de choses. Ça isole aussi. Et de plus en plus, je gagne en confiance. En fait, de plus en plus, je m'en fous, je crois. Vous vous en foutez. Vous ne trouvez pas vos réponses dans la méditation? Non. Ah non, vous ne méditez pas. Non. Vous contemplez, vous ne méditez pas. Non, je ne médite pas. Alors, on va aller s'intéresser un peu maintenant à votre part d'ombre. Ouais. Les douleurs, les failles, les craintes. Si votre ombre pouvait parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Ou qu'auriez-vous envie de lui dire? Ah. Mon ombre. Je ne sais pas. C'est une colle, je ne sais pas. L'ombre, c'est peut-être cette Elsa qui manquait de confiance en elle, non? Oui, ça peut être ça. Oui, ça peut être ça, puisque j'en parle, donc je vais continuer là-dessus. Mais je pense que ça peut être d'autres choses aussi. De peut-être... J'ai beaucoup souffert aussi de ne pas assez m'extérioriser ou de ne pas pouvoir le faire. C'est toujours une difficulté. Encore aujourd'hui? Ouais. C'est-à-dire, de quoi êtes-vous incapable? En fait, je crois que c'est une pathologie. C'est-à-dire que j'ai mis ça sur le compte d'un problème. Et comme plein de gens, en disant oui, ça peut paraître de la prétention, ça peut paraître de la froideur, ça peut paraître un peu inconvenant, des fois, en tout cas mon rapport aux autres. Mais en fait, je n'y arrive pas. Et plus ça va, et plus je me dis, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pathologie. Qui a toujours fait partie de moi. Alors des fois, ça fait souffrir, parce que j'aimerais pouvoir passer outre, mais je n'en suis pas capable. C'est-à-dire, par exemple, en amour, vous avez du mal à dire « je t'aime » ? Non. Non. Ça, non. J'ai du mal avec les gens, en général, c'est-à-dire avec les assemblées. J'ai du mal avec le fait de rencontrer quelqu'un pour la première fois, d'aller dans un dîner avec des gens que je ne connais pas. En fait, ça m'empêche de faire des choses. C'est-à-dire que je me les interdis. Mais pas volontairement, c'est parce que ça me fait souffrir, en fait.
j'y arrive pas. C'est comme ça. Mais- J'y arrive pas. Ça va peut-être venir. Ouais ou pas. Et puis finalement, C'est- avec le temps, j'en ai pris mon parti. Et puis je me dis, est-ce que c'est vraiment grave? Oui. Je pense que ça a empêché de faire certaines choses, même professionnellement, parce que je rencontre moins de gens que quelqu'un d'autre, parce que je ne m'expose pas, justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, parce que je ne vais pas draguer les gens, j'en suis incapable, je ne sais pas faire, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc j'ai tendance à me... Vous avez un côté un peu oursonne, hein, en fait. Ouais, Hein. c'est assez sauvage. Mais ça a du charme, les oursonnes aussi. Ouais, je sais pas si ça a du charme. En tout cas, c'est pas fait pour. Mais Elsa, c'est la est-ce que quand même, c'est pas cet excès de célébrité, en fait, qui a peut-être cassé en vous l'élan spontané d'aller vers les gens? Je pense que ça n'a pas arrangé, mais j'étais comme ça déjà enfant, Ah, avant enfant. de commencer à... Oui, j'étais complètement associable à l'école. Mes parents étaient convoqués par les maîtres et les Ah oui. maîtresses en disant que je ne serais capable de rien. Ah oui, Ah oui. Parce c'était un que cauchemar, j'étais- l'école? Ouais, non, j'ai très Ouais. très mal vécu l'école. Ouais. Et si vous pouviez, une question profonde, peut-être compliquée pour vous, si vous pouviez gommer un épisode douloureux de votre vie, quel serait-il? Il n'y a pas un événement particulier. C'est des moments. Mm. Voilà. Ça a des moments, des situations en concert qui étaient très pénibles, des plateaux télé qui étaient vraiment pénibles pour une enfant, Oui. d'une confrontation avec certaines personnes qui étaient inconvenantes. Mhm. Voilà, c'est quelques moments de vie, mais pas un moment de vie en particulier. Est-ce qu'il y a eu parfois, quand vous étiez jeune, des paroles blessantes, offensantes? De quel style? En fait, j'ai tendance à oublier. C'est-à-dire que j'ai tendance à occulter ça, je passe à autre chose. Ouais. C'est douloureux sur le moment, et puis... C'est pas un souvenir qui revienne là aujourd'hui et... Non, précis, non. Non. C'est plus des sensations chez moi que réellement des choses dont je me souvienne qui soient précises. C'est des malaises, des mal-être, des sensations à certains moments où on a envie d'être ailleurs, en fait. J'ai envie de mourir à certains moments tellement j'étais mal à l'aise. Mais je me souviens plus pourquoi. Et vous avez encore, il vous arrive d'avoir ce genre de discussion avec votre père ou votre mère? Non. Plus? Non, mais on n'en parle pas vraiment. Il y a la pudeur dans la famille Lungini, Oui, c'est ça? Oui. On est un peu taiseux. Et dans le métier du cinéma, de la chanson, beaucoup de femmes ont pris la parole pour dire qu'elles avaient été abusées sexuellement. Est-ce que comment vous vous êtes protégée? On vous a protégée de certains prédateurs là? Alors j'ai été protégée. Moi j'ai travaillé avec ma famille, donc j'avais déjà mon père qui était avec moi tout le temps. Mais j'ai eu des propositions d'hommes célèbres à l'époque, pédophiles. Il y en a eu plusieurs, bien sûr. Plusieurs, oui. Très célèbres. Oui. Je ne dirais on pas. Va pas faire de délation. Non, je ne vais pas faire de délation, mais des choses qui sont, voilà, ça ne devrait pas exister. Mais j'avais un papa qui était là et à qui je le disais. C'est-à-dire que je disais, voilà, cette personne-là, ce monsieur m'a demandé ça, m'a proposé ça. Donc mon père allait voir cette personne pour lui dire qu'il fallait pas que ça se reproduise. Et aujourd'hui, ce monsieur n'a jamais été inquiété? Non. Si vous deviez parler un jour, vous pourriez témoigner? Oui, pourquoi pas. Peut-être. Oui, pourquoi pas. Mais il n'y a pas qu'une personne, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a plusieurs et là on se rend compte à quel point c'est répandu. Oui. Et c'est dramatique en fait. Oui. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes actrices, aux jeunes chanteuses qui démarrent dans ce métier par rapport aux hommes?
De toute façon, il faut être toujours en vigilance. Maintenant, l'avantage aujourd'hui, c'est que la parole est beaucoup plus libérée et qu'on en parle beaucoup. C'est-à-dire que même là, moi, je me suis enlevée pendant 2 ans des réseaux sociaux, donc je voyais plus du tout ce qui s'y passait. Je m'y suis remise récemment. Et c'est vrai que je vois qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui prennent la parole, beaucoup de docs qui sont là-dessus, beaucoup de témoignages de femmes, et c'est tant mieux. Donc il y a une parole quand même qui est plus libre, et les femmes ont plus facilement accès en fait à cette parole-là, et au fait de faire attention à ce qui se passe. En tout cas, ça existe, et on sait que ça existe. Mais il faut toujours être en vigilance et parler, surtout. Vous êtes MeToo, ou alors vous êtes sur la position de Catherine Deneuve qui trouve que le mouvement va trop loin dans son opposition? Non, je suis MeToo à fond. Je ne vois pas en quoi le mouvement va trop loin. Enfin, je ne comprends pas cette position, en fait, comme l'espèce de droit d'être importuné. Là, on ne parle pas d'être importuné, en fait. On parle de viol, on parle d'agression sexuelle. On parle, je veux dire que c'est pas uniquement d'être importuné, quoi. C'est que Catherine Deneuve ait envie d'être importunée, c'est son droit. Mais la majorité des femmes n'ont pas envie de l'être. Voilà. Vous parliez de ces 2 ans d'absence sur Instagram. Alors, j'ai regardé un peu vos posts, et le 8 novembre dernier, vous avez pris la parole pour démentir une rumeur. Oui. Qui courait sur vous. Oui, mais enfin, il y a déjà quelques temps, j'étais décédée, mais comme plein de... Décédée carrément? Oui. Mais bon, ou malade au point d'arrêter Là, j'étais malade et j'avais arrêté ma carrière. Donc, je recevais beaucoup de témoignages de gens qui me demandaient si ça allait, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais leur dire que ça va, et je vais démentir. Parce que même des gens de ma famille, en fait, ou de la famille d'amis qui faisaient courir la rumeur? Non, qui appelaient... pour savoir si vous alliez bien. Si j'allais bien et tout ça. Donc à un moment, on dit, bon, voilà, je vais juste dire que ça va et que c'est des conneries. Mais voilà, il y a toujours eu pour tout le monde des fake news comme ça. Ça a réveillé quoi en vous? Rien de spécial, rien. Dire que c'est vraiment... c'est juste stupide, en fait. Ça n'a pas grand intérêt. Le temps qui passe, il vous apaise, il vous oppresse? Les deux. Je pense que ça m'apaise parce qu'il y a un apprentissage de beaucoup de choses, et sur moi aussi, et sur justement ce recul dont je parlais, sur la vie, sur les choses qui pouvaient m'encombrer. Voilà, donc je progresse. Donc là, je fais progresser, et c'est formidable. Et elle m'angoisse parce que l'âge avançant rapproche de la mort, que c'est quelque chose qui m'angoisse pour les autres et pour moi. Je vois mes parents vieillir, je vois... c'est angoissant. Qu'est-ce qui vous effraie le plus dans la mort? C'est l'idée du néant? Non, c'est pas la mort en elle-même. Quand on est mort. C'est le cheminement pour y arriver qui m'angoisse. Moi, j'aimerais pouvoir, comme tout le monde, m'endormir dans mon sommeil et plus me réveiller. C'est magnifique. C'est la mort la plus idéale. Mais en fait, j'ai peur de souffrir. J'ai peur de la maladie. Puis j'ai peur de ça pour les gens que j'aime. J'ai peur de plus les voir, en fait. Et quand les gens souffrent beaucoup, vous dites que parfois, il faut mettre un terme aux souffrances? Oui. Quand c'est la personne qui le demande, ou quand c'est quelque chose qui est inéluctable et qu'on voit une personne souffrir et dans des conditions qui sont inhumaines, en fait, il faudrait pouvoir dire stop à un moment. L'euthanasie? L'euthanasie, c'est toujours compliqué, c'est-à-dire que mais je suis pour que les gens le demandent, et que les gens qui ont envie de mourir puissent partir dignement. Et pas être obligé de faire tout un protocole extrêmement difficile pour aller le faire ailleurs, en fait. Ça devrait être possible chez nous. Ça vous le demanderez dans 30 ans? Enfin, vous le demanderez? Je sais pas. J'espère ne jamais me retrouver dans cette situation. J'aimerais pouvoir bien vieillir. La vieillesse est toujours très compliquée. Il y a des gens, on n'est jamais égaux face à la vieillesse. On n'est pas... Moi, je sais pas comment je vais vieillir. Mais si je devais vieillir et finir seule, dans des circonstances absolument
pitoyable, je préférerais partir. J'ai pas envie d'aller dans un mouroir. J'ai pas envie que les gens que j'aime soient obligés de s'occuper de moi. Je veux pas ça, quoi. Oui. Là aussi, vous trouvez que sur ce thème, la parole s'est libérée? Pas encore suffisamment. On en parle, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Un peu trop longtemps. Ça prend beaucoup de temps, en fait. Beaucoup trop de temps. Pourquoi ailleurs c'est possible et pas ici, en fait? Pourquoi on se pose autant de questions? Je comprends pas. Enfin, y a des gens qui le demandent depuis des décennies, qui sont dans des situations de fin de vie qui durent, on les maintient en vie. Et c'est absolument épouvantable. Pourquoi maintenir en vie absolument quelqu'un qui n'a pas envie de rester en vie? Voilà. Elsa, vous pensez quand même qu'après la mort, il y a la vie se poursuit ou pas du tout? J'aimerais y croire, alors comme beaucoup, mais non, j'ai pas ce besoin, en tous les cas, de me dire qu'après la mort il y a quelque chose. Pourquoi pas et pourquoi? J'en ai pas besoin. C'est fort ce que vous dites, j'en ai pas besoin. Finalement, ça veut dire que vous êtes très tranquille avec vous-même, que vous avez... et puis pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour recommencer une autre vie. Ici, comme ça, avec ce qui nous attend, non. Franchement, non. Je trouve ça déjà très difficile de vivre ou de survivre pour beaucoup de gens, en fait. Moi, j'ai de la chance. Je fais un métier que j'aime, je gagne ma vie, je me pose pas de questions par rapport aux fins de mois. Je suis pas en galère, en fait. J'ai pas de galère plus que ça, quoi. La majorité des gens sont en galère. Mais vous avez été très active aussi dans les restos du cœur, etc. Oui, vous êtes assez engagée. Oui, dans la lutte je le fais aussi dans ma vie de tous les jours, sans le dire. Et voilà, mais c'est pas vivre une autre vie. Pourquoi, en fait? Celle-là est déjà bien assez compliquée et remplie. Bon, alors je vous tends ce domino et vous allez me dire si vous êtes attiré par les chiffres pairs ou impairs. 6, pair. Ah, pair. Alors on va faire une interview pair. Alors, si vous étiez un chiffre pair, lequel choisiriez-vous pour vous incarner? Peut-être le jour de mon anniversaire, à ce moment-là. Ce qui me qualifie le mieux, c'est le jour de ma naissance. Donc alors, le vin. C'est le vin. Ouais. Donc le vin vous définirait votre personnalité. Est-ce qu'il y a un chiffre pair alors, est-ce que quelquefois vous vous êtes dit, tiens, quand il m'est arrivé cet événement ou cette jolie rencontre, c'était un certain jour. Est-ce que c'était un 4 du mois, non. Un 6? Jamais, vous n'avez jamais fait attention? Non. Et d'ailleurs, parce que vous m'avez demandé avant de faire l'émission si je voulais les chiffres pairs ou impairs, vous ne m'avez pas du tout dit pourquoi. Donc je me suis posé plein de questions et en fait, je vous ai répondu tac au tac, pair. Et ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai répondu pair? J'en sais rien. C'est-à-dire que pour moi, c'est rond. C'est-à-dire que c'est quelque chose, je pense que les chiffres impairs sont bancals. Oui. Pour moi, c'est bancal. Voilà. Oui. Les pairs, c'est, je pense, pour la majorité des gens, c'est rond. Par exemple, j'en ai parlé à mon compagnon. Oui. Lui, c'est les impairs. Oui. Ah bah, comme ça, vous Alors, faites... est-ce qu'il est gaucher? Oui. Est-ce qu'il y a un truc par rapport au gaucher? Lui, il aime ce qui est bancal. Mais c'est peut-être un autre esprit qui est plus mathématique que ce que j'ai. Mais je pense que la majorité des gens sont attirés par les chiffres pairs. Bah, les chiffres pairs évoquent l'ordre, la stabilité, l'équilibre. Donc, est-ce que vous avez besoin finalement d'un cadre bien ordonné, bien strict pour vous sentir à l'aise? Alors, strict, non. J'ai besoin que ce soit de me sentir rassurée et protégée. Ah oui. Par exemple, si je travaille à fond. Mais parce que je suis angoissée. Je suis une grande angoissée.
et que si je ne travaille pas à fond et que tout n'est pas maîtrisé, j'ai l'impression que je vais perdre pied. Donc pour moi, ça me rassure. Dès que je suis dans une situation où je ne maîtrise pas tout, je suis en panique. Donc j'ai besoin de ça, mais je me mets moi-même mes propres comment on dit, garde-fous. Garde-fous, oui. Ouais. Oui. Mais ça évoque, les chiffres pairs évoquent la stabilité. Oui. Donc, dans votre vie, vous cherchez à équilibrer la raison et le cœur, le rêve et le réel. Un peu des deux, en fait. C'est très ambivalent, c'est-à-dire que j'aime avoir des choses très concrètes, très terre-à-terre, et je suis capable d'imprévus et de me laisser complètement partir à l'aventure. J'ai besoin de repères et en même temps pas. Donc c'est compliqué pour moi de choisir. Mais finalement, votre équilibre, vous le trouvez où? C'est plutôt dans l'harmonie avec vous-même, dans l'amour, dans quoi? Les deux, dans le fait de partager ce que j'aime avec quelqu'un. J'aime aussi être seule, parce que je pense que c'est important aussi d'être seule et être seule avec soi-même. Ça permet justement de trouver des réponses à certaines questions. Ah oui, vous vous interrogez quand même beaucoup quand vous êtes seule. Oui. Et vous le faites intérieurement ou à haute voix? Est-ce que vous vous dites parfois, Elsa, est-ce que tu n'aurais pas dû faire ça ou... Non, je me parle pas comme ça, mais en tout cas, je verbalise des fois seule des choses, mais parce que ça me rassure de me dire, voilà, ça j'ai fait ça, il me reste ça à faire, il vaut mieux être seule. Des fois, c'est un peu bizarre, mais au moins, je suis seule. Mais j'ai besoin, ça me rassure et ça me permet de visualiser, en fait, les choses, de les verbaliser. Mais mon équilibre, je le trouve... ouais, en fait, je ne suis pas angoissée quand je suis seule avec moi. Comme d'autres gens peuvent... Non, ça ne m'angoisse pas. C'est-à-dire, si vous deviez, par exemple, vous pourriez faire le choix de vivre seule ou pas? Oh oui. Ah oui. Ah, de vivre seule, oui. Alors après, j'ai un compagnon avec lequel je suis extrêmement bien. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire, bien sûr, je pourrais vivre seule. C'est que je le mets à part, donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc là, actuellement, non, parce que je suis avec lui et qu'il me remplit de joie. Mais dans l'absolu, oui, ça me pose pas de problème d'être seule. Ah, vous auriez peut-être un chien ou un chat? Non. Non, vous n'êtes même... Là, j'ai un chien, j'ai un compagnon et un chien. Il se trouve que c'est comme ça. Mais même si j'étais seule, j'aurais pas spécialement besoin d'un animal de compagnie. D'accord. Et quand vous entendez le chiffre 10, ça vous fait penser à quoi? 10? Oui. Si je vous dis 10, qu'est-ce qui vous vient là à l'esprit? Oh mince. Encore une colle. 10. Décidément. Bon, alors 10. Combien d'albums avez-vous fait de chansons? 8, 7, 9. 9? Ouais. Donc on attend le 10e, Elsa. Ouais, ça va venir. Ah, ben voilà, une bonne nouvelle. Ouais, ça va venir. J'y travaille. Alors, génial. J'ai peu de temps. C'est pour ça que à chaque fois, c'est très compliqué pour moi en ce moment de travailler la musique, parce que c'est vrai que la série prend énormément de temps. Donc les projets de fiction, mais j'y travaille, j'essaye. En tout cas, j'ai commencé à écrire pour ça, je suis en train de remettre de l'ordre dans tout ça, et je viens de monter ma boîte de prod et d'édition, voilà, tout est en route vers ça. Bon, c'est une belle nouvelle. Bon. Et je pense que les gens qui vont vous entendre annoncer, parler de ce projet certains doivent sauter de joie. Ils me le demandent. Ah ouais. Mais normalement, ouais, j'espère donc que courant 2026, j'aimerais bien qu'il y ait au moins quelque chose qui puisse sortir. Oui. Bon, voilà. Vous avez bien fait de venir pour nous faire cette belle annonce. Donc, alors, on va terminer l'émission avec la séquence hasard ou destin, Elsa. Et je vais vous demander, qui rencontrez-vous le plus dans votre vie? Monsieur Hasard ou Monsieur Destin? Hasard. Le hasard.
Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, a dit Paul Éluard. Vous êtes éluardienne? Oui, moi c'est le hasard de la vie. C'est pas forcément un destin. Je pense pas qu'on soit forcément destiné à faire des choses. Je pense qu'il y a juste des hasards. Enfin, ma vie en tous les cas a été une succession de hasards, sans en être non plus. Enfin, je fais partie d'un métier d'artiste, par exemple, ma vie professionnelle. J'avais pas envie de faire ça. Ça a été le hasard de tomber ce jour-là sur quelqu'un qui avait besoin d'une petite fille pour tourner dans un film. Le hasard a été de chanter dans un film. Alors, est-ce que c'est une destinée ou pas? Mais pour moi, c'est un hasard. Oui. Vous ne vous dites pas c'était écrit. Cette rencontre-là était écrite. Non. Donc vous croyez dans votre destin. Je crois au hasard de la vie. Alors, je vais vous demander, si le hasard s'invitait là dans le studio, s'il vous entendait, qu'auriez-vous envie de lui dire? Juste de pouvoir évoluer joliment, dignement, et d'essayer de faire des bons choix pour mon avenir. Bon, ben vous aurez peut-être la réponse dans quelques temps du hasard. Mais vous qui êtes actrice, dans les films, on incarne des destins. Est-ce que parfois, en jouant certains personnages, ça vous renseigne sur votre destin à vous? Non. Jamais. Non. Et dans certains moments de doute, quand les doutes un peu viennent vous embêter, vous vous dites, finalement, on ne peut pas échapper à son destin. Si, je pense qu'on peut. Il suffit de suivre une autre route. De s'écouter? Ouais. De s'écouter, de ne pas... de pas faire tout le temps des compromis, en fait. C'est-à-dire d'être dans une sincérité par rapport à soi et donc par rapport aux autres. De pas se trahir, en fait. J'ai jamais eu envie de me trahir. Alors ça m'a joué des tours, parce que tout le monde ne pense pas comme ça. Oui. Et donc ça, forcément, on ferme des portes, mais on en ouvre d'autres. J'aime bien ouvrir des portes. Oui. Et être honnête avec vous-même. Ouais. Oui, c'est ça, surtout l'intégrité de Oui, de mais soi. je le vis très mal. C'est vraiment une souffrance pour moi de devoir me forcer à faire des choses ou d'être dans une complaisance. Je ne veux pas de ça, en fait. Je veux être dans une sincérité et quitte à m'isoler, quitte à ne pas faire tout ce que je pourrais faire. Je veux pouvoir me regarder dans une glace et être fière de moi. Oui. Et la dernière fois que vous avez dit non à quelqu'un, fermement, c'était quand? C'était il y a longtemps? Dans la vie, non, enfin, je me souviens pas. En tout cas, c'est pas récent. J'ai pas eu à dire non fermement à quelqu'un dans mon rôle. Oui, mais pas dans ma vie. Je voudrais vous faire réagir sur une phrase d'Einstein qui a dit « Le destin, c'est Dieu qui se promène incognito ». Est-ce que cette image de Dieu en promenade, vous la trouvez jolie? Ouais, mais je suis pas croyante, donc ça ne vous touche pas? Ça ne me touche pas plus que ça. Donc finalement, si demain on vous faisait une proposition d'aller jouer au théâtre, une pièce sur le destin et le hasard, qui jouez-vous alors? Peut-être le destin, puisque je fais confiance au hasard. Mais donc vous considérez que vous avez un destin à accomplir? Pas forcément? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Mais en tous les cas, ce serait une façon de le côtoyer.
de le jouer. Un projet de théâtre? Non. On m'en propose beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la pièce qui me donne envie de me consacrer pendant des mois. Voilà, une pièce de théâtre. Puis c'est vrai que là, j'ai beaucoup de travail, donc il faudrait aussi que je fasse un choix. Donc ce choix-là, pour l'instant, j'ai pas eu un coup de cœur suffisant pour me donner envie de faire un choix. En tous les cas, on attend ce projet, ce nouvel album. Moi aussi, je Elsa. l'attends. Et aujourd'hui, l'inspiration, là vous êtes en train d'écrire, de composer des chansons. L'inspiration, où est-ce que vous allez la puiser? Alors, est-ce que c'est au fond de vous-même? C'est dans la nature? C'est où? C'est un peu tout ça. Ce que je suis, c'est ce que je vois. C'est ce que je vis tous les jours, c'est ce que je partage avec les gens, c'est ce que je partage avec moi-même, avec la nature, c'est tout ça en fait qui fait l'inspiration. Et plus justement, moi ça a été le voyage aussi, je suis quelqu'un qui aime énormément prendre la route et pour justement faire des photos, saisir des instants. Donc c'est tout ça, c'est les voyages, c'est les lectures, c'est la vie avec les gens, c'est tout ça qui me nourrit. Et puisque vous êtes quand même en proie au doute, quand même, concernant ce nouvel album, ce prochain album, vous n'avez pas peur que finalement les gens ne vous retrouvent pas vraiment, ne retrouvent pas la petite Elsa Alors, je ne me pose pas cette question. Ah, bah c'est bien. Et en fait, aujourd'hui, je crois que je suis plus du tout dans cette appréhension. C'est-à-dire que alors, est-ce que je l'ai déjà eu? Je ne suis pas sûre. Je crois que j'ai toujours fait les choses un peu à l'instinct et sans me poser plus de questions que ça. C'est-à-dire que ça fonctionne pas, tant pis. Il y aura autre chose et il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave en fait. Ah bah. C'est pas grave. Mais j'ai envie, moi, de me faire plaisir. Tant mieux si des gens ont du plaisir aussi à m'écouter. Mais je crois que j'ai passé ce cap de... Je le fais pour ça. Je le fais pour moi, d'abord. J'ai envie d'être heureuse et fière de ce que je peux accomplir là-dedans. Et tant mieux, avec le plus grand bonheur, si les gens accrochent. Et c'est surtout envie d'aller aussi les voir et de faire des concerts. C'est surtout ça aujourd'hui. Oui. La musique est plus du tout ce que c'était avant et la façon de le promouvoir non plus. Donc maintenant, c'est la scène. Donc il faut aller à la rencontre des gens, être sur scène et c'est ça que j'attends. C'est de retrouver un public et de les regarder dans les yeux. En tous les cas, nous, on a passé un moment délicieux. Moi aussi. En votre Moi aussi, compagnie. Florence. Merci pour votre sincérité. Merci. Pour cette générosité. Merci de nous avoir fait plaisir de venir, puisque Parce que je viens pas souvent. Oui, parce qu'on vous voit tellement peu souvent. Mais dans je les choisis. médias. Voilà, je choisis. Et j'ai cette chance de pouvoir choisir. Ça fait partie aussi de ma vie. C'est que j'aime pouvoir faire mes choix. Alors, je ne vous souhaite que de bonnes choses. Merci. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Domino, l'émission qui va au-delà des mots. Merci Elsa. Merci à vous.